C'est quand la date de la prochaine visite publique? Ça, il faudrait... dans le laboratoire, ça, il faudrait être sur place pour le... C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui est en Californie? On y va tous, non? Ah, moi, je veux bien aller en Californie, plutôt qu'à... Ouais, mais en Californie, c'est juste une succursale. Là, je m'adresse à Alfred. Est-ce que Monsieur Edward Chandler, il y a moyen de prendre contact avec ce monsieur, de prendre rendez-vous, d'éventuellement d'aller au siège de son entreprise? Il faudrait déjà se renseigner dessus, donc savoir. Ouais. Pourquoi je pourrais faire un portrait dans le cadre du Boston Globe. Herald, pardon. Il habite pas Boston, c'est un. Dans le registre de commerce, la NWI, elle doit être enregistrée au niveau quelque part. Fédéral ou en Californie? Donc, voilà. On va dire que ces recherches-là, vous les avez faites durant la semaine et vous réunissez la semaine suivante pour présenter ce que vous avez trouvé. Donc, je suis juste... Voilà. Hop, je vais vous partager. Donc, refaites-moi un petit jet de bibliothèque, allez. Voilà. Bibliothèque. C'est le premier qui trouve, il le dit. Bibliothèque, c'est le premier de sensoriel. C'est tombé. Purée, à un près. Putain. Je crois. Il y a que Spencer qui a pas trouvé? À deux. Même Brian, il trouve. Même Brian, il... Non, mais vraiment. Moi, c'est parce que je suis pas allé voir, je suis pas allé à la morgue voir enfin, vous savez. Ta conquête? Ça me chafouine. On va considérer que tu as largement pu aller, bon, ça va alors. Aller lui rendre visite durant ton retour. Sans que ça pose de problème. Donc, tiens, c'est marrant, je n'arrive pas à visualiser la photo. Non, mais c'est un ballon de football, c'est pas un ballon de rugby, autant pour moi. Non, c'est États-Unis. Voilà. Donc vous avez un petit, voilà. Donc je sais pas, Thornton, si tu veux faire encore la lecture. Hein. Ouais, si vous voulez. Alors, Edward Chandler. Regardez ce qu'on a trouvé. Jeune PDG charismatique du consortium NWI. Il est une personnalité dont on a forcément entendu parler si l'on s'intéresse au monde des affaires. Industriel, mais également philanthrope, c'est le président de la Fondation Chandler. Une œuvre caritative qui cherche à améliorer le sort de l'humanité de manière concrète. Originaire de Chicago, il a eu une enfance difficile à cause de sa santé fragile. Son père engagea des précepteurs pour éduquer son fils incapable d'aller à l'école. Il fut envoyé en Europe, dans des lieux reculés et sains, pour tenter de stabiliser son état. Lorsqu'il revint à l'âge de 18 ans, sa santé s'était grandement améliorée, lui permettant même d'entrer à l'université de l'Illinois dans la section commerce international. Il devint très populaire dans son université et parvint même à rejoindre l'équipe de football, les Fighting Ivy, en deuxième année. Après son diplôme obtenu brillamment en 1906, il entra dans l'entreprise de machines-outils de son père et commença comme simple employé au bureau des expéditions. En juillet 1910, Edward, qui est alors vice-président des entreprises Chandler, perd ses parents dans un tragique accident de bateau près de San Francisco, alors qu'ils étaient en vacances. Edward prit la direction de la société,
la modernisant, puis dès 1913, il commença son évolution vers la multinationale qu'elle est aujourd'hui. Quelques années plus tard, en 1920, Chandler créa la Fondation Chandler en l'honneur de ses parents. La fondation commence à distribuer des bourses pour des recherches dans les sciences et en médecine. J'en déduis que le siège est à Chicago. Pas forcément. Mais bon, c'est sa ville natale. Le siège historique, en tout cas. Siège historique, ouais, voilà. C'est pas forcément un bon endroit où aller traîner en ce moment. Ah, bah après, nous avons de fortes implantations à Chicago, effectivement. Oui, mais c'est un peu tendu. La période est un peu tendue. Ouais, c'est vrai qu'on a Après, des... le passage envoyé en Europe dans des lieux reculés, Reculé, ouais, ça fait penser à et Roumanie. qu'elles viennent en de très bonne santé, ça m'a rappelé quelques souvenirs. Et est-ce que c'est pas, tu veux dire, une âme qui est rentrée dans un corps Alors, on avait déjà vu ce cas-là avec, je sais plus les Ouais, noms. avec le jeune garçon. Avec le jeune garçon qui était envoyé au maître, je crois. Avec le baron. En tout cas, on n'a rien là qui le lie au baron ou à des trucs un petit peu ésotériques. Et... À part dans les lieux reculés et saints qui revient en forme. Ah oui, il y a ça justement. Les quoi? Ah, Il fut envoyé en Europe dans des lieux reculés et sains pour tenter de stabiliser son état. Et lorsqu'il revint, sa santé s'était grandement améliorée. ah oui. Là, Bah, pour moi, on a clairement un lien. Bon. On a clairement donné de la potion magique, quoi. Donc, de son côté, Alfred, il dit, bah écoutez, moi aussi, j'ai progressé. Ah, oh là. Balance. Donc, il vous montre une carte du Pérou, dans lequel il a coché un endroit qu'il a indiqué sur la carte, Huancucho. Écoutez, je vais vous parler de moi et je vais vous révéler des choses, mais j'aimerais que ça ne sorte pas d'ici et que ça reste entre nous. Vous avez notre parole. Et promis, Alfred, on sait tenir un secret. Bon, quand j'ai été plus jeune, j'ai eu une vie un peu mouvementée avant de venir aux États-Unis et de devenir majordome au service de la famille Croft. Comme vous le savez, je suis d'origine française. Mes relations, lorsque vous êtes allé en France, nous ont servi. Voilà, mais j'ai eu une vie un peu mouvementée. Il se trouve que voilà, avec un ami, nous menions une vie à la limite de la légalité, voire parfois du mauvais côté de la loi. Et au début du siècle, voilà, nos affaires marchaient bien jusqu'à ce que une petite escroquerie tourne mal et mon camarade est tombé entre les mains de la police française qui l'a condamné pour faux usage de faux, escroquerie, et l'a condamné à une peine de 20 ans de prison à Cayenne. C'est pas voilà, le ban de Cayenne a fort mauvaise réputation, donc ayant réussi à échapper à la police parce que il m'avait pas identifié, j'ai tout mis en œuvre pour essayer de sauver mon camarade, et en soudoyant un gardien j'ai réussi à lui faire passer des consignes, si bien que une fois arrivé à Cayenne, il s'était fait passer pour malade et il a réussi à sauter de l'ambulance qui l'emmenait au pénitencier et à s'enfuir. Car le bagne de Cayenne, il est quasiment impossible de s'en échapper. Donc il fallait absolument que je l'aide avant. Évidemment, je n'ai su ça que bien après. Il a réussi à s'évader, il est parti
de la Guyane, il est passé au Brésil, il est remonté l'Amazone et il a terminé au Pérou, dans le petit village de Huancucho que je vous ai indiqué sur la carte. Alors que j'étais déjà au service de Monsieur Croft, ça devait être pendant la guerre ou peu de temps après, j'ai reçu un courrier venant du Pérou, et c'était mon ami Victor qui avait réussi à remonter jusqu'à moi et qui me remerciait pour ce que j'avais fait pour lui, de pas l'avoir laissé tomber. Il m'indiquait que il s'était installé au Pérou et que il avait refait sa vie et que voilà, pour lui le passé était le passé, et qu'il resterait là-bas. Il avait pris la direction d'un petit comptoir commercial dans ce village. Et donc nous avons échangé quelques fois par an, s'envoyant des courriers pour parler de nos affaires. Et donc quand j'ai vu ces notes, je me suis permis de lui écrire en lui demandant s'il avait ressenti les tremblements de terre, si c'était une réalité. Et il m'a dit que tout à fait, que il y en avait eu pas mal ces derniers temps, et effectivement, lui pensait que c'était plus ou moins lié aux activités de la mine. Donc la mine n'était pas très loin du village de Huancucho où il est implanté, et voilà. Donc je lui ai demandé si il pouvait servir de point d'attache si on avait besoin d'aller là-bas. Et je n'ai pas encore sa réponse, mais voilà. Donc il me disait que effectivement la mine exploitée par la WMI utilisait des machines qui étaient complètement très modernes et on va dire d'une conception entièrement nouvelle, et qu'elle devait faire elle devait faire des forages sans utiliser d'énormes matériels, parce que vu le relief accidenté dans la région, il est impossible de faire venir des camions avec des foreuses. Donc les machines modernes de la NWI permettaient de faire ce genre de choses. Et d'après ce qu'il lui avait dit, c'était un système révolutionnaire qui faisait des carottages et remettait ensuite tout en place de façon à ne pas abîmer le sol. Alors effectivement, voilà. Alors effectivement, les tremblements de terre qu'il avait constatés étaient plutôt des petites secousses, mais c'était pas, pour lui, il y avait rien de très très grave, sauf une fois ou deux où ça avait été plus important. Et mon ami Victor, qui connaît, voilà, sait bien que des forages avec des explosifs font beaucoup de bruit et des secousses bien plus violentes que ça. Très bonne initiative, Alfred. Voilà. Il pourrait nous accueillir Absolument. Alors il m'a même indiqué que comme dans la politique d'ouverture de la NWI, ils accueillent parfois des groupes de scientifiques ou de presse pour faire des reportages sur leurs techniques révolutionnaires, et donc ils voient passer de temps en temps des gens qui ne sont pas de la compagnie. Ça, c'est intéressant. On pourrait prétexter qu'on vient soit de l'université de Monsieur Thornton, soit éventuellement du journal de presse de Monsieur Spencer. Comme ça, on pourrait aller visiter sur place la NWI. Très bonne idée. On pourrait d'ailleurs mélanger scientifique, qui irait voir plutôt le côté, on va dire, technique, et presse, qui pourrait investiguer sur d'autres... sur Chandler et les personnalités qu'il y a... Ah oui, on pourrait faire un mixte. Ouais, tout à fait. Nous allons encore voyager, je crois. Pour le côté ingénierie et scientifique, je sais pas qui
êtes expert Pas forcément ingénierie, mais en tant qu'archéologue, vous pourriez vous intéresser aux conséquences du forage sur les... Je ne suis pas vraiment archéologue. Ça, éventuellement, c'est facilement plus... vous faire passer pour un. Voilà. Non, c'est plutôt... Je peux m'en faire passer pour un mot. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt O'Connor qui, en tant que chasseur de trésors, est plus proche de... Allô ? Oui. Vous connaissez les techniques de sondage du sol pour trouver des grottes ou ce genre de structures souterraines. Ah ben, ça pourrait être effectivement dans le cas de fouilles archéologiques ou de fouilles au trésor, ce qui intéresse plus O'Connor, ça pourrait être effectivement très intéressant pour trouver rapidement les bons endroits aux forêts ou creuser. Bah, il existe plusieurs techniques. Après, il faut voir ce qu'ils utilisent eux. Mais oui, c'est tout à fait possible qu'on aille voir pour s'en renseigner. Et de votre côté, Monsieur Spencer, vous pourriez nous obtenir des cartes de presse? Alors, des cartes de presse, pas forcément, mais je peux éventuellement vous prendre en assistant. Je dispose d'une carte de presse réelle et Votre pourrait être assistant mandaté par... Imaginez pas ça comme ça, mais si on ne peut pas faire autrement, Monsieur Young et moi-même pourrons être vos assistants, tout à fait. Je vais essayer. Il va falloir que je réfléchisse à cette perspective. Sinon, il y a Alfred qui vous jette un petit regard en disant s'il faut vous fournir des documents officiels qui ne sont pas officiels, je peux m'en charger. J'ai quelques talents en la matière. Bon, tout à fait, nous en suffit d'une réelle, la mienne, et peut-être être mandaté par mon journal. Et puis le reste, ils vérifieront moins, j'imagine. C'est pas possible d'être embauché par votre journal de façon ponctuelle, comme des pigistes? Alors, est-ce que vous êtes diplômé d'une école de journaliste, mon cher? Journaliste. Non, mais j'ai Est-ce que tenu vous un avez- journal pendant la guerre. Est-ce que vous avez prêté le serment et signé la charte de déontologie des journalistes? Est-ce que vous en avez? C'est nouveau, ça. Oui, j'aurais pas dit ça comme ça, oui. Et la presse, ce sont des fouineurs, donc bon. Nous avons une déontologie, monsieur. Ah bon? Mais je peux essayer d'aller à mon journal et de voir si... Mais les pigistes n'ont pas forcément de carte de presse. Hein. Je pense qu'il faut que vous Oui, non, enregistriez... Oui. C'est pour ça que Alfred vous dit si... voilà. Il faut voir qu'à l'époque, une carte de presse, c'est juste un morceau de carton imprimé avec une photo, voilà. La NWI n'a pas les moyens de vérifier l'authenticité de la carte de presse, une fois sur place, peut-être. Certes. Je pense qu'à moins qu'un télégramme entre Lima et Californie ou Boston. Oui, c'est vrai. Non, il faudrait que notre alibi soit quand même bien béton. Si Alfred peut se charger de ce genre de tâches. Je vais m'en occuper. Bah, dites-moi de quoi exactement. Si vous me fournissez votre carte de presse, je peux la reproduire, en refaire une équivalente pour certains d'entre vous. Professeur Thornton, vous avez votre carte de l'université. Je peux éventuellement en refaire une pour accréditer Monsieur O'Connor comme archéologue à l'université aussi, si ça peut vous faciliter les choses. Ouais. Et puis vous pourrez très bien passer votre connaissance pour les langues passer pour l'interprète local. Et là, je me tourne vers O'Brien. Et vous, O'Brien, vous seriez scientifique ou plutôt journaliste? Non, mais ça doit être un coin où ça craint là-bas. Et un journaliste ou des scientifiques, c'est des petits bras, ça. Ça demande de la sécurité, non? Ah, vous envisagez d'être plutôt dans une agence de sécurité? Oui, de vous protéger, d'être l'homme à tout faire, dirons-nous. Votre chauffeur, par exemple. Pas bête. Mhm. Moi, je suis là pour vous servir, quoi.
Mais j'ai toujours du mal à voir quel rôle je pourrais jouer dans cet équipage. Ah bah ça c'est facile, hein, vous êtes le psychologue parce que côtoyer en permanence Oh, je peux me faire aisément passer pour un médecin, à la limite. cancer, il faut un psychologue en permanence. Hein. Oui, Non, mais Malheureusement, voilà, son cas est hors de mes compétences. vous soyez Vous quand pouvez même juste plus appréciable en tant que prétexter journaliste. que vous êtes un... Qui On peut juste prétexter que vous êtes un ami et que vous voulez vous joindre à nous pour une visite. Oh, pour visiter le Pérou, oui, ça, ce serait tout à fait vrai. Alfred vous indique, d'après ce que m'a dit Victor, le village de Huancucho est à plus de 2500 mètres d'altitude. Donc je pense les effets de l'altitude vont se faire sentir. Donc un médecin est peut-être une bonne piste. Je sais que le docteur a toujours une trousse très fournie, mais je pense que vous en aurez peut-être besoin pour résister au mal de l'altitude. Eh bien, écoutez, je vais me renseigner sur les conditions dans ce genre d'environnement et je ferai une trousse de toilette en conséquence. Enfin, une trousse médicale en conséquence. Pourquoi vous voulez vous nettoyer? Alors moi, en tout cas, je vais à mon journal, enfin et je demande, j'essaie de convaincre mon patron qui peut-être sera heureux de m'envoyer à l'autre bout de la planète et que j'aille pas voir sa femme, pour que je fasse un publi reportage sur ces Américains de l'autre bout du monde qui pour l'Amérique et rendre le monde meilleur vont faire des mines au Pérou et comme ça je pourrais être envoyé là-bas sur place et peut-être avoir une lettre officielle du Boston Herald à cette entreprise et que peut-être que dans le cadre d'une opération commerciale de promotionnelle, ils accepteraient de nous recevoir, moi et mes collègues journalistes, et éventuellement en dualité avec l'université de Boston pour enrichir les connaissances de l'université sur la géologie locale du Pérou et les techniques de forage et de minage. Voilà, tout le monde serait gagnant et donc je lui propose ça. Ah, tu fais un petit test de contact et ressources, s'il te plaît. Contact et ressources. C'est dans influence. Eh bien oui. Et c'est un grand oui. Hop, je coche. De mon côté, je m'adresse à mon patron. Eh bien, je lui demande également s'il serait disposé éventuellement à ouvrir une antenne ou un comptoir à Lima et dans ses environs. Ça l'intéresserait commercialement de développer un peu tout cela. Bon, il n'est pas opposé à ce que tu prennes quelques congés, puisque là vous êtes en mois de février, c'est l'hiver, il y a la neige qui bloque un peu le port. Donc toi tu sais que c'est une période un peu creuse où les approvisionnements qui viennent de Terre-Neuve, du Canada, de Saint-Pierre-et-Miquelon se font un peu plus rares à cause des glaces et tout ça. Donc tu avais prévu des stocks en conséquence de façon à approvisionner tes clients. Donc tu sais que ça reprendra plutôt au mois de mars-avril, enfin plutôt au mois d'avril. Et donc Certes, Alfred, mais j'avais prévu des vacances plutôt en Californie au chaud. Eh ben, écoutez, vous parlez de ça, mais pour avoir étudié, regardez comment on pouvait se rendre au Pérou, je n'ai trouvé que deux solutions. À vous de choisir celle qui vous semble la plus appropriée. Alors, donc le port de destination, c'est le port de Callao, qui est juste à côté de Lima. Lima est à l'intérieur des terres, mais le port, c'est Callao. Et donc, pour vous rendre au Pérou, nous avons deux solutions. Nous sommes à Boston, donc au nord, en Nouvelle-Angleterre. Soit vous descendez à New York, vous prenez le bateau pour descendre à travers le canal de Panama et vous pouvez aller jusqu'à Callao. Ou bien, autre solution, vous prenez le train jusqu'à San Francisco et de là, pareil, il y a des navires qui font
Navette. qui font la navette, oui, voilà, La navette, qui font le 5000 La km. croisière. oui, enfin là c'est des navires qui font croisière et fret. Voilà, croisière, c'est transport de passagers et fret jusqu'à Callao. Donc c'est à vous de voir. L'habitude de l'Atlantique, moi, je pense plutôt pour la solution via New York. Moi, je dirais combien ça coûte l'un et l'autre, quoi. Le prix n'est pas une. C'est relativement. Je suppose qui finance. Oui, c'est la fondation qui finance et ça coûtera. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais et le temps est globalement c'est 6 jours en partant de New York et c'est 8 jours en faisant le passage par San Francisco. Sauf que Pacifique, le canal, il est comment à cette époque-là? C'est pas long. Non, c'est voir s'il est un peu en... S'il n'y a pas eu des merdes à Panama Non, là c'est bon. Bon, si le canal Le canal est sous contrôle, donc... D'accord, donc oui, on peut passer par là, tranquillement. Donc plutôt, vous descendez à New York, vous prenez un navire direction le Pérou. Le Pérou. Oui. Ok. Bon écoutez. On passe pas par San Francisco et la. Non, Non, je pense qu'il faut prendre la Californie. le trajet le plus court. Oui, éventuellement, En Californie, il y a Bah oui, il y a NWI, il y a le siège social. vous pourrez y passer au retour. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on nous y apprendront réellement quelque chose? Je sais pas, mais. Je sais pas, on peut traîner l'oreille, on peut traîner les yeux, et peut-être on peut voir ce qui trafique là-bas, quoi. Mais bon. Ouais, mais l'important est quand même d'aller au Pérou pour savoir exactement de quoi il en retourne avant, pour savoir éventuellement quoi chercher. San Francisco est une grande ville comme Boston ou New York. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous allez pouvoir tourner longtemps. Non, honnêtement, New York, moi, ça me va bien. Surtout que je peux revenir chez moi et prendre ma seconde valise. La première, il y a mes affaires de rechange. Ma seconde valise spéciale, maître du jeu, vous la connaissez bien. Donc, est-ce que le bateau peut prendre 2 valises? Il n'y a pas de souci? Oui, il n'y a pas de souci. En général, l'autre fois, vous aviez vos malles qui avaient été des valises avec ce qu'il fallait pour passer les douanes tranquillement. Oui, parce que je n'aime pas qu'on touche à ma valise. Donc, la douane, c'est gentil, mais on touche pas à ma valise. Donc, vous partez sur écoutez, donc, quelques jours plus tard, on va dire au fin février, début mars, vous descendez en train jusqu'à New York. Voilà, vous l'avez déjà fait, vous avez un petit hôtel, pas très loin de l'embarcadère, vous prenez ensuite un bateau, alors qui est bien moins luxueux que le paquebot Île-de-France que vous aviez pris l'autre fois pour vous rendre en Europe, mais bon, il est confortable, il y a moins de luxe, mais voilà, vous passez les croisières, c'est un peu agité, mais voilà, c'est un peu la période de l'année. Passer au large des Bahamas, Cuba et franchissez l'important canal de Panama. Vous êtes estomaqué de voir sa largeur, les bateaux, et puis finalement vous arrivez le Pacifique, arrivez dans l'océan Pacifique, et puis vous passez l'équateur. Donc là vous avez droit à une petite fête pour le passage de la ligne 0, pour rendre hommage à Poséidon. Voilà. Alors c'est très très soft, vous êtes des passagers de première classe, mais bon, voilà, ça marque le coup, c'est important c'est important de franchir cette étape. Et puis oui, tu prends des photos, voilà. J'allais pas dire embarrassantes pour certains passagers, mais pour certains de tes... Je fais un public reportage, donc tout à fait. Panama.